Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravis et honorés de partager ce moment avec vous autour de tous ceux qui font jaillir la lumière de votre quotidien. Et ils mettent en lumière le noir, cet anthracite extrait dans l'obscurité par les gueules noires de Matésine. La mine image leur rend hommage et perpétue leur mémoire. La lumière de Gnawa Diffusion revient éclairer les esprits sur les platines et sur la scène du Magic Bus, le festival qui va rassembler le monde dans les salles grenobloises. Et les lumières qui vous transportent du chapiteau jusqu'au rêve. La piste aux étoiles va encore vite animer votre printemps. Je me suis pas trompée, ouf, avec les circuits courts de l'art circassien. Court-circuit va célébrer les arts du cirque pendant 2 semaines et près de chez vous, à Cessiné, emmené par Vitanime. Gilles et Charline, bienvenue. Bonjour, bien. Alors Gilles et Charline Candillian, respectivement directeurs et artistes de cirque à Vitanime. Merci d'être là. On va découvrir cette édition dans un petit instant. Et pour vitaminer le printemps, les salles grenobloises vont se teinter aux couleurs du monde avec la scène locale et pas que, du rap, électro, pop, punk et à la baguette. Damien Arnaud, programmateur, avec retour de scène, bienvenue. Bonjour. Et à l'affiche, les légendaires Gnawa Diffusion avec vous, Mazir. Ah, Mazir Kateb, bienvenue. Merci. Qu'est-ce qu'on est content de vous y retrouver ici, déjà sur ce plateau. Et sur ce festival du Magic Bus dont on va faire un tour, hein, dans un petit instant encore. Et les gueules... alors, j'ai appris, je crois, que Gnawa, ça veut dire homme noir, c'est ça? Oui. Eh bien... Les gueules noires, en lumière, en pleine lumière, grâce à vous, Marc Guillot, et tous les bénévoles qui font perdurer la mémoire des mineurs. Bienvenue à vous. Merci à vous. Alors, c'est qui font perdurer d'ailleurs la mémoire de cette industrie minière en Matésine. Vous êtes le président du musée de la mine-image à la Motte d'Aveillan. Là où, jadis, et il n'y a pas si longtemps encore, les mineurs accomplissaient un travail de fourmi dans les galeries souterraines pour extraire le charbon, l'anthracite en particulier, qui est toujours là, d'ailleurs, sous le musée. Tout à fait. En effet, aujourd'hui, il y a encore de l'anthracite sous le massif du Snépy. Dans le musée, une grosse partie sur la Motte d'Aveillan, l'anthracite a été extrait. Mais une des particularités, oui, c'est cette histoire de cette mine en montagne qui donne une note particulière à ce musée. Bien sûr, pour la France, on pense nécessairement aux mines du Nord. Ici, les mines de montagne étaient très spécifiques et c'est ça que vous racontez. C'est cette histoire que vous racontez dans ce musée. Et ce qui est incroyable quand on y repense, c'est que cette histoire de l'industrie minière fait partie de notre patrimoine. Elle a fait partie de notre quotidien pour tous ceux qui sont nés après 1997, avant 97. Et pourtant, c'est toute une tranche d'histoire qui paraît très loin. En effet, je l'évoquais tout à l'heure dans notre échange, mais c'est si loin et si près, je dis si loin parce que on a déjà oublié cette histoire-là, parce qu'il faut aller de l'avant. Et en même temps, c'est si près, parce que 1997, c'est hier. Et en effet, le projet de l'association et donc du musée de la mine-image, c'est de dire qu'il ne faut pas oublier. Si on veut aller de l'avant, il ne faut pas oublier d'où on arrive. Alors, on va tenter de s'en souvenir et de comprendre aussi. Alors, on va au siège d'extraction du Villaret avec le charbon, oui, l'anthracite. Il paraît que c'était une richesse unique en France. Oui, on a tendance à dire que c'est le diamant de la Matésine, parce que l'anthracite de la Matésine est très riche en carbone. Et donc, il est à entre 96 et 98% de carbone. S'il était à 100% de carbone, ça serait du diamant. Il est très justement riche dans la mesure où il a un pouvoir calorifique extrême et qui posait d'ailleurs des problèmes au tout début, puisque d'ailleurs, il avait tendance à faire fondre les poils qui le brûlaient. Et il y a eu même une interdiction de le brûler, parce que tant qu'on n'a pas eu la technique pour pouvoir brûler ce charbon, et c'est qu'en Matésine, l'entreprise Villard avait
et fabriquer un four, poêle qui permettait de brûler ça. Mais également parce qu'on peut l'utiliser à d'autres finalités, pas uniquement comme une énergie, mais on peut l'utiliser comme matière première également, puisque c'est une matière qui est noble. Alors, il y a très très longtemps, c'est la chute des glaciers qui a fait apparaître ce charbon. Et on s'est dit qu'il fallait l'exploiter, mais l'organiser. Donc, c'est l'État qui était propriétaire des sous-sols qui a créé le service des mines. Le problème, c'est que il faut l'exploiter, il faut aussi le transporter. Une mine en montagne, c'est pas une mine dans le Nord, elle est complètement isolée. En effet, donc il y a vous l'évoquez, c'est le jeu des concessions. C'est Napoléon qui met ça, comme il met beaucoup de choses en France. Il organise, c'est-à-dire qu'il dit au propriétaire, vous êtes propriétaire dessus, mais pas dessous. Dessous, c'est à l'État. Et donc, il met en place un jeu de concessions. Alors, bien sûr, c'est parce qu'il y voit un intérêt, mais également parce que derrière, il y avait une exploitation qui était anarchique et qui occasionnait beaucoup plus de dégâts, de dangers, etc. Donc, il met en place ces concessions et la Compagnie des mines, pendant 2 siècles. Ensuite, Charbonnage de France, donc, puisque c'est nationalisé après la guerre, il ne faut pas oublier qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a énormément besoin d'énergie et on a besoin de cette énergie qui arrive de la matésine. Mais le problème majeur, comme vous l'avez dit il y a un instant, c'est que c'est une mine de montagne. Et pour descendre ce charbon, c'était compliqué. C'est pour ça que la Compagnie des mines et puis l'État va suivre également, vont créer le chemin de fer qui va descendre ce charbon. Chemin de fer qui aujourd'hui ne transporte plus du charbon, mais transporte des touristes qui viennent découvrir la matésine et cette histoire. Et se souvenir, bien sûr, emprunter ce même chemin, hein, bien sûr. Et surtout se souvenir de ces conditions de travail particulièrement éprouvantes, très difficiles. Ces mineurs qui ne voyaient pas le jour. Alors, elle avait une particularité aussi, cette mine, c'est qu'on y accédait à l'horizontale et non pas par un puits à la verticale. En effet, vous l'évoquez, c'est la particularité de cette mine en montagne. On peut rentrer, puisque on est face au coteau de la montagne, et on peut rentrer à l'horizontale à différents niveaux pour aller chercher cette couche. Il y a également une spécificité, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle la poussée géologique, et notamment la poussée des Alpes. Parce qu'en principe, une veine de charbon, c'est une veine qui est à plat, dans le nord, dans le sud, etc. La particularité avec la poussée des Alpes, ces veines vont être fracturées, elles se retrouvent inclinées. Et on les retrouve en surface. C'est comme ça que près de la pierre percée, les premières veines de charbon étaient aperçues, puisque avec l'érosion des glaciers, la couche de charbon est apparue et on a commencé à l'exploiter. Et ensuite, on est descendu toujours à l'horizontale pour aller chercher. Et aujourd'hui, au musée de la Mine-Image, on raconte cette histoire-là, mais surtout, on propose aux visiteurs une expérience unique, puisque c'est une expérience immersive. On rentre dans ces véritables galeries à l'horizontale et on rentre sous terre. Comme ça rappelle un peu Gringotts, vous savez, dans Harry Potter. Hein, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, en effet, ce qui fait que les enfants aiment beaucoup, d'ailleurs, parce qu'il y a une expérience qui est assez riche. Et pour les personnes plus âgées, également, sont très sensibles à cette histoire, et notamment la particularité de ce métier qui est un métier difficile, où des valeurs fortes comme la solidarité et l'entraide étaient vraiment une nécessité. C'est une véritable société qui s'organisait sous cette terre pour produire. On est allé jusqu'à 2200 tonnes par jour, 800 ouvriers par jour au sol, 1400 au fond. Et oui, on travaillait sur les postes, on travaillait 3 postes par jour, donc 2 postes de production et un poste la nuit pour entretenir le site et permettre aux autres postes de pouvoir extraire ce charbon. Donc en effet, au fort de l'exploitation, on est sur une extraction très importante et une mono-industrie, c'est-à-dire que tout le territoire s'appuie sur cette activité-là, y compris les artisans, les commerçants, tout le monde vit de ça. On le voit ici, le train donc, qui transportait le charbon, les hommes aussi, pour s'y rendre. Alors bien entendu, il y avait des wagons et il y avait le transport des mineurs. Par la suite, le train va être remplacé par des bus, parce que c'est plus pratique, ça va plus facilement. Mais le train est utilisé. Il était utilisé également dans une vocation touristique, puisqu'il y a également une autre spécificité, c'est les sources thermales qu'il y a à la Motte d'Aveillan. Et donc, des gens prenaient le train pour aller bénéficier de ces cures. Oui, et on imagine le traumatisme de la fermeture des mines. On commençait à en parler dans les années 80, elles ont fermé en 97, tant la mine faisait partie du territoire, elle a contribué à la prospérité de la Matésine. Chacun a une histoire liée à la mine en Matésine et à la Mure en particulier. La mine occupe une place très importante, puisque pendant 2 siècles, c'est la mono-industrie qui va faire vivre tout le monde. Vivre et travailler en montagne, c'est quelque chose de compliqué.
l'agriculture est difficile. Donc cette mine va apporter pendant 2 siècles un boom, un essor économique remarquable, mais également, puisqu'on est dans cette période du paternalisme, de l'industrie paternaliste, et c'est vrai que la compagnie des mines a compris que derrière, si elle s'occupait bien de ses ouvriers, elle y avait un retour immédiat, parce que la production était de qualité. Et quand il y a eu la nationalisation donc après-guerre, on s'est rendu compte que derrière, il y avait des acquis sociaux sur le plateau mathésin qui étaient remarquables. Mais c'est également parce que derrière le travail et cette capacité de permettre aux gens de se retrouver et devant le travail, devant l'effort, dans la difficulté, qu'on soit italien ou français, c'est la même chose. Il faut travailler. Et donc, et comme il y avait besoin de main-d'œuvre, c'est une terre d'accueil, la Matésine. Et elle a permis différents moments d'intégration d'Italiens, de Polonais, principalement en Matésine, puis par la suite de Turcs sur la fin. Avec cette histoire que vous racontez au musée de la Mine-Image, avec aussi ce fameux petit train de la Mure qui s'est immobilisé en raison d'un éboulement, vous le savez, pendant une quinzaine d'années, une dizaine d'années en tout cas immobilisé. Vous avez été plus fort que les éléments, vous vous êtes battus, vous et les bénévoles, avec bien sûr les institutions pour faire repartir, faire redémarrer ce petit train et rendre cette mémoire plus vivace ici encore aujourd'hui. C'est touristique, c'est aussi un devoir de mémoire? C'est également un devoir de mémoire. Et puis, la mono-industrie minière, elle est derrière nous. Il faut regarder d'autres façons d'exister, d'autres modèles économiques. Et le tourisme est probablement un modèle à travailler. Sans le train, il n'y aurait jamais eu d'essor industriel minier. Mais aujourd'hui, le train est absolument nécessaire également pour pouvoir promouvoir le développement touristique en Matésine. Aujourd'hui, on trouve, la communauté de communes de la Matésine a fait quelques petits clips, c'est monter en Matésine, justement, monter en Matésine, découvrir ce train, monter en Matésine, découvrir ses musées, monter en Matésine, découvrir ses paysages, monter en Matésine également pour profiter de ces espaces naturels sensibles, protégés, puisque derrière, ils sont vierges. Derrière, on a travaillé sous la terre, on n'a pas touché au-dessus. Donc le territoire est vierge et il demande qu'à être découvert. Et en dessous de cette mine-image, on peut sentir encore battre le cœur de cette activité, on peut sentir le travail des miniers, les voir, les approcher. C'est ce que vous faites, ainsi que beaucoup de bénévoles, on le rappelle, pour faire tourner ce musée aussi, un fonctionnement très particulier. En effet, l'organisation, la gestion de ce site est entièrement portée par une association. On est soutenu, bien entendu, par le département, la communauté de communes et puis la commune de la Bas-d'Aveillon. Mais en effet, le fonctionnement est entièrement porté par une équipe de bénévoles qui, avec les années, a dû recruter du personnel, puisque les anciens mineurs, eh bien, ils vieillissent. Et derrière, ils ont d'ailleurs fait leur temps. Alors, ils aiment bien témoigner. Mais pour pouvoir transmettre cette chose-là, il faut également former des personnes pour pouvoir transmettre cette histoire-là. Cette histoire dans son côté émotionnel, dans son histoire humaine. Et aujourd'hui, le pari est gagné. On a des guides qui ont cette fibre et qui savent très bien faire passer ces moments d'émotion. Il faut dire que quand on rentre dans les galeries, immanquablement, on est dans des conditions propices à écouter ce témoignage et cette histoire remarquable de la Matésine. Bien sûr, il faut les rencontrer, il faut les écouter, ces anciens mineurs. Pourquoi Image ? Alors, c'est une particularité, c'est que quand on crée l'association, à la Motte-d'Aveillon, le site est déjà arrêté. On n'exploite plus à la Motte-d'Aveillon, mais on continue à exploiter de l'anthracite sur le plateau mathésin ou à Suiville. Mais il faut en même temps déjà préparer l'avenir. Et il faut préserver, il faut sauvegarder des choses, parce que de toute façon, la fin, on sait, on peut la reculer le plus possible. Et donc, on ne voulait pas être en conflit avec nos copains mineurs qui, eux, étaient dans la vraie mine. Nous, on était une image de la mine. Donc voilà, c'est l'histoire de la mine-image. Et ça se dit très bien aussi. On la retrouve toujours à l'honneur du Trail des Passerelles qui traverse ces galeries, qui traverse le musée de la mine-image. Et ça, c'est une image magnifique aussi. Voilà. On a dit, on faisait pas mal de parallèles. Ça nous prend. C'est forcément beaucoup d'émotions, cette histoire patrimoniale ici sur notre territoire, à quelques pas de chez nous, à Mazir. Bah oui, en plus, en discutant tout à l'heure avec Marc, il m'a dit qu'il y avait eu un besoin à un moment donné de faire venir les familles des mineurs, parce qu'il y avait
première immigration plutôt d'hommes italiens, notamment, qui sont venus travailler. Et qu'après, ces gens-là, il a fallu qu'ils amènent leur famille pour pouvoir vivre en harmonie et puis se faire à l'endroit sans avoir le mal du pays, sans avoir la nostalgie, sans être amoureux d'une lointaine. Et donc, ça montre que finalement, l'histoire des immigrations, les histoires des immigrations se ressemblent et se rejoignent. Et que, en fait, Rotaillot dit n'importe quoi. Voilà. Pour résumer, quoi, pour faire court. Et donc, merci encore vraiment de nous refaire découvrir cette histoire. On y retourne tout de suite, justement, avec ce festival, ce Magic Bus qui arrive. Retour plateau avec retour de scène, donc, et son festival. Donc, le bus magique qui sillonne à travers les ondes de notre scène locale et des musiques du monde qui effacent les frontières. On vient d'en parler à Mazir. Le Magic Bus revient pour la 24e fois. C'est du 10 au 19 avril. Les chiffres, 24e édition, 8 jours de concert, 7 lieux et 25 groupes. C'est dense, c'est riche, c'est local et pas seulement. Et ça fait du bien. C'est ça le but du Magic Bus. Exactement. Là, depuis 2 éditions, le Magic Bus était historiquement en plein air à Grenoble. Oui. C'est la 24e édition, effectivement. Mais, sous chapiteau, notamment, sur scène, sous un peu chapiteau, partout. à l'Esplanade, sur le campus universitaire, dans plein de lieux différents. Mais avec le temps, effectivement, les difficultés liées aux contraintes de voisinage, de contraintes horaires, les coûts aussi d'installer un site en plein air, ont fait que depuis 2 ans, on a réintégré les salles de concert qui sont maintenant assez nombreuses à Grenoble. Ah, vraiment, ça devient plus compliqué de jouer de la musique en plein air et notamment le soir quand le printemps est arrivé. C'est difficile aujourd'hui. Oui, c'est en tout cas à Grenoble, on a des places et des endroits qui ont de plus en plus d'immeubles d'habitation qui se construisent au fil des années. Par exemple, là, je pense à l'Esplanade, où vraiment là, maintenant, il y a des immeubles qui étaient vraiment très très proches de la Seine. Donc on avait des autorisations de son qui se réduisait de plus en plus, donc ça devenait compliqué. Et puis à la fois, c'est vrai qu'on s'est aperçu aussi que le festival est né quand il n'existait quasiment aucune salle de concert. Aujourd'hui, on a plein de salles de concert à Grenoble, donc ça avait aussi finalement du sens de réintégrer les salles de concert. Et puis ça nous a permis on a 25 artistes, de densifier la programmation, de la diversifier avec de plus en plus beaucoup de groupes locaux, ce qui est aussi l'essence du projet de l'association. Donc c'est en ça où finalement de ce petit changement, on a fait aussi une force pour ces éditions itinérantes. Donc c'est un bus itinérant, c'est ça qui fait le tour de l'agglo. C'est ça, c'est du 100% indoor, vous l'avez compris. Alors il y a l'ampérage, il y a la belle électrique, il y a la bifurque. Alors 100% indoor, j'ai envie de dire non, parce ça nous permet aussi d'avoir des propositions qui sont d'ailleurs gratuites, quelques propositions en plein air. On a notamment le 11 et 12 avril à la Correspondance, un tiers-lieu là, qui est à côté de la MC2 où on aura 2 rendez-vous gratuits. Ça, c'est tout nouveau d'ailleurs. Voilà, exactement. Et puis on a un rendez-vous à l'université entre midi et 2 le jeudi, mercredi 16 avril. Donc on a quelques aussi rendez-vous en plein air gratuits. Il y a tous les styles, Magic Bus. Oui, c'est vraiment l'idée de proposer une programmation qui représente un petit peu une vitrine des musiques actuelles en cours, de la scène grenobloise notamment. Donc on va retrouver du rock, du punk, les musiques du monde, le rap aussi bien sûr qui est assez présent et la musique électronique. Pour quel public alors? Parce qu'on rappelle, vous travaillez à Retour de scène ici, vous êtes le programmateur. Comment est-ce qu'on travaille pour quel public? Le public est assez large de par la diversité des esthétiques qui sont représentées, donc vraiment tous les publics. Alors on n'a pas de proposition pour le public jeune ou enfant. Mais par contre, après, tout le monde est bienvenu. Et puis, il y a des pour le jeune public, c'est ça pour le... Oui, pour ce qu'on appelle jeune public. Mais après, les musiques de Gnawa Diffusion, par exemple, ou de Bala Bangoura, je pense au concert du 15 avril à l'Ampérage, sont vraiment des musiques qui sont très accessibles pour tous les âges, on peut dire. Oui, alors, il y en a accessibles, d'autres un petit peu moins. Alors, ce qui est accessible, ça c'est sympa. Hippocampe Fou. Alors Hippocampe Fou, c'est la clôture. C'est la clôture le 19 avril à l'Iliade, qui est un rappeur effectivement de la vieille génération, de l'ancienne génération du rap,
très écrit, avec des jeux de mots. Là, il a fait un titre assez marrant avec sa fille qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est un rap voilà, où il y a beaucoup de jeux de mots. C'est à l'Iliade, hein, pour à l'Iliade, ouais. assassiné, et c'est le 19 avril, c'est ça, hein? Oui, le 19 avril. Tout à fait. On a, alors voilà, le punk, après ça plaît beaucoup aux enfants, hein, souvent, qui sont tout... Alors voilà, le punk pour certains, les enfants, là, c'est Megadeth. ouais, c'est... Alors le 10 avril à la Bifurque, salle qui se prête bien, friche industrielle, qui se prête bien à ce genre d'esthétique. Megadeth, voilà, un groupe nantais. Ça s'appelait Bière pas chère, je crois, celui-là, ce titre-là. Oui, ça m'étonne pas. Tout à fait. Et puis je retrouve ma programmation quand même tout de suite. Oui. Voilà, Nathalie Froelich que je vois à l'écran, qui se produit le vendredi 18 avril à la Bifurque, là encore. Plutôt sur une soirée rap, mais effectivement avec cette énergie, on va dire, entre le rap et même la techno. Et musique du monde. Et un alors, peu aussi. Oui, dans certains aspects. Et puis précédé aussi par pas mal d'artistes féminines locales d'ailleurs, Mauve et Suzy Phosphore sur cette soirée. C'est ce qu'on vient d'entendre, hein, Ouais. hein Mazir? Ouais. Franchement, ça, Ouais, je découvre. ça c'est top. On peut pas éplucher toute la programmation, mais arrêtez-vous quand même le 17 avril à la Belle Électrique. Ça sera l'occasion d'y retrouver Gnawa Diffusion, un des groupes les plus populaires à travers les frontières de notre ville, toujours là 33 ans après. Ouais. 33 ans, hein? Fouhou. Ouais. Et ouais. Poil blanc, poil blanc à l'appui. Qui sort donc un nouvel album, le 8e, hein, on a compté, avec... alors justement, on va quand même revoir, on aime bien aussi regarder quand même dans le rétro, parce qu'on a tous une histoire à Grenoble avec Gnawa, avec vous, Amazir. On retourne dans les années 90, c'est ça, même si le groupe a été fondé en 92, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, et c'était un groupe... c'est parti d'une histoire, un message aussi, surtout. L'écriture a toujours été très importante pour vous, Amazir. Oui, après, je pense qu'à l'âge qu'on avait, quand on a monté le groupe, on avait tous plus ou moins un truc à dire, parce que quand on est jeune, on a toujours un truc à dire. Mais je pense qu'il y a eu aussi pas mal de chômage qui a fait qu'on avait du temps finalement à consacrer à nos différents messages. Qu'on a commencé d'abord à mélanger. On a fait beaucoup d'expériences différentes qui n'étaient pas forcément toujours concluantes. On a mélangé les styles, les langues. On a essayé de faire un truc qui ressemblait à un abattage de frontières. Mais finalement, on s'est vite rendu compte que les frontières qu'on voulait abattre, c'était essentiellement les frontières administratives. Et qu'en réalité, c'est peut-être l'époque qui a rendu les frontières négatives. Aujourd'hui, quand on passe n'importe quelle frontière, même quand on n'a pas une tonne de drogue sur soi, on sent qu'on a quelque chose à se reprocher. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de l'ordre du contrôle, de l'ordre du flicage. Alors qu'avant, quand les gens voyageaient encore à dos de chameau et à dos de cheval, eh ben, la frontière, c'était quelque chose d'heureux. En fait, quand on arrivait à la frontière, ça voulait dire qu'on avait dépassé, ou on allait dépasser une partie importante du voyage vers notre destination. Donc je pense que c'est le sens de frontière qui a changé avec le système actuel, avec les passeports. Avec les passeports, je rappelle que c'est pas très vieux. Hein, ça fait pas très longtemps que les êtres humains ont des passeports. Avant, c'était les marchandises qui avaient des passeports. Donc, quelque part, dans notre volonté de faire passer un message qui transgresse les frontières, et ben finalement, on s'est rendu compte que le problème, c'était pas la frontière, mais c'est plutôt la marchandisation des êtres humains, c'est-à-dire qu'on traite les êtres humains comme du stock qui arrive à la frontière. Oui, et il y a beaucoup à écrire à ce sujet, bien sûr. L'écriture est très importante pour vous aussi. On rappelle, Amazir, que vous êtes le fils de l'écrivain Kateb Yassine, une figure de la littérature algérienne, libre et militant pour l'indépendance, qui écrivait en arabe, qui écrivait en 3 langues. Non, il écrivait en français. Il a écrit en 3 langues. En fait, alors c'est plus compliqué que ça. En fait, mon père a écrit en français, puisque c'est la langue qu'il a étudiée et qu'il maîtrisait. D'ailleurs, il disait qu'il écrivait en français pour dire aux Français que l'Algérie n'était pas française. Donc ça, c'était le pourquoi. Après, par la suite, il a monté une troupe de théâtre qui s'appelait l'Action culturelle des travailleurs. Et c'est là qu'il s'est mis à traduire ses écrits en français, donc ses écrits théâtraux, en arabe populaire
et en berbère. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un théâtre en 3 langues. Mais c'est un théâtre en 3 langues qui a été matérialisé grâce au travail de tout un groupe d'acteurs qui faisaient finalement de l'adaptation de texte en direct avec l'auteur qui était lui aussi metteur en scène. Donc voilà en gros comment a fonctionné cette progression vers les 3 langues, qui est aussi liée à une progression de l'écriture elle-même. Parce que mon père a commencé poète, ensuite il a écrit un roman qui l'a fait connaître, c'est Nedjma, c'est là qu'il parle de l'Algérie et de l'Algérie coloniale notamment. Et puis par la suite il a fait beaucoup de journalisme parce qu'il trouvait que le roman et la poésie étaient des formes pas forcément accessibles à tout le monde. Donc il s'est dit que peut-être pour toucher le plus de monde possible, c'était le journalisme. Donc il s'est mis à écrire dans des journaux comme Alger Républicain, comme la revue Esprit, voilà des revues qui étaient plutôt engagées clairement à gauche et à l'extrême gauche à l'époque. Et puis par la suite, en fait, il s'est rendu compte que même ça, que même le journalisme était finalement orienté vers un certain lectorat et orienté vers une certaine élite qui pouvait se permettre déjà d'acheter des journaux, de se tenir au courant, qui avait ces intérêts-là. Et donc c'est pour ça qu'il est allé vers le théâtre. Il s'est dit, là, je peux aller même vers les analphabètes, finalement. Et finalement, ça coïncidait bien avec l'état de l'Algérie indépendante, à l'époque, puisque lui-même a opéré un retour au pays, d'abord en 62, puis après, déception, il est reparti, il est revenu en 70. Et c'est vraiment à partir de 1970 qu'il a commencé à faire ce travail théâtral, en abordant 3 langues, voire même parfois plus que 3 langues, puisqu'il n'y avait plus de barrière de langue, vu qu'il n'y avait pas la barrière de la lecture. Et c'était aussi un théâtre très musical. Voilà. Et vous la prolongez, cette histoire en musique? Et en 3 langues aussi? Oui, 3, 4 langues même. Après, c'est des histoires différentes. Moi, je ne suis pas né pendant la colonisation. Je suis né 10 ans après la colonisation. Donc, c'est plutôt une Algérie de l'indépendance que j'évoque dans mes textes. Ensuite, moi, je vis en exil. Gnawa Diffusion est né à Grenoble. Moi-même, je suis arrivé à Grenoble 2 ans avant la création du groupe. Donc, c'est vraiment dans cette formation-là que j'ai commencé à exprimer mes premières sensations, douloureuses ou pas, de ce qu'était l'exil pour moi à l'époque. D'autant plus que c'était une période très, très violente en Algérie, puisqu'il y a eu 10 ans de terrorisme entre 90 et 99 à peu près. Et donc voilà, ça a été un peu aussi ma soupape de sécurité. Ça a été quelque chose en tout cas qui m'a permis d'évacuer beaucoup de choses et de partager aussi beaucoup de choses, de montrer peut-être une autre algérianité que l'algérianité de l'immigration pure, chose que moi j'ai découvert ici. En réalité, la vie des cités, je connaissais pas. Tout l'univers en fait de l'immigration, je l'ai découvert en même temps que c'est monté Gnawa. Bien sûr. Alors, on parle du moment où c'est monté Gnawa. Gnawa aujourd'hui, c'est ça, c'est Ruina, c'est ça qu'on dit? C'est une Ruina. C'est un nouvel album, c'est ça. Ça veut dire plusieurs choses. Hein. Oui. Ruina, ça veut dire aussi notamment Ça peut vouloir dire le chaos. C'est aussi quelque chose, c'est un truc sucré qui se mange. C'est à base de semoule et de miel. Mmh. Et c'est aussi le mélange. Quand on dit que quelque chose est une ruina, ça veut dire que c'est un genre de patchwork de plein de choses différentes. C'est très Gnawa, ça, oui, justement. Oui, ça nous ressemble. À la fois berbère, à la fois un peu groove aussi, trance. Vraiment beaucoup d'influences, mais vraiment une couleur qui n'appartient vraiment qu'à Gnawa, un son qui n'appartient qu'à Gnawa et qu'on entend à Gnawa Diffusion, pardon, on va dire le nom en entier. C'est le titre éponyme qu'on entend ici. Cet album, c'est donc le 8e. Il y a eu aussi un album live, mais ça fait 13 ans que vous n'aviez pas sorti d'album. Qu'est-ce qui veut dire celui-ci? Qu'est-ce qui représente ce nouvel album-là? Alors, ce nouvel album est quand même assez politique. Ça parle, par exemple, Ruina, ça parle de la période Covid, mais en Algérie, donc avec un décryptage plutôt nord-africain et une perception de cette espèce de dictature sanitaire qui nous a tous écrasés, qui nous a tous mis des masques, qui nous a tous obligés à nous vacciner, même si on n'a pas tous obéi, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai senti clairement, moi, un virage totalitaire dans le discours, en tout cas, et dans les effets aussi. À partir de 2020, j'ai senti un virage antidémocratique aussi, que je dénonce dans certains titres de cet album. Donc il y a Ruina qui parle de ça. Il y a Caravan to Dystopie qui est un titre en anglais qui parle justement de transhumanisme et
de cette espèce de volonté de trier les êtres humains, qu'il y ait des inutiles et des utiles, etc. Enfin voilà, tout le discours de Jacques Attali, de Bill Gates, de tous ces gens-là qui voudraient bien devenir les chefs d'orchestre de nos vies et qui voudraient bien nous imposer leur diktat pour garder la planète verte, mais que pour leurs enfants. Donc ça rejoint aussi une forme d'écologie punitive qu'on subit, y compris à Grenoble. Je crois que Grenoble est peut-être une des villes les plus punitives en termes d'écologie, notamment les ZFE qui sont pour l'instant discutés. Qui sont discutés et qui sont très discutables. Après, ça parle d'amour aussi, même si c'est discuté, pardon, pas que à Grenoble. Oui, je sais que c'est discuté au niveau national. Mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'on vit une époque, là, on vit un tournant, une espèce d'accélération depuis 5 ans qui, moi, en tout cas, en tant qu'auteur, me fait réagir pas mal. Donc dans cet album-là, ça parle de ça, ça parle de résistance, ça parle de révolution, ça parle de retourner la table à des moments. Je reprends aussi un poète marocain qui a fait beaucoup de prison au Maroc dans les années 70-80, qui s'appelle Abdallah El-Waddan, que je reprends aussi parce que c'est peut-être un des plus beaux textes que j'ai lu c'est en arabe, hein, mais je mettrai les traductions bientôt. En tout cas, voilà, c'est Ruina, c'est une Ruina quand même qui est plutôt révoltée que... C'est pas la Ruina qui se mange, c'est pas la Ruina sucrée. Celle-là, il y a un peu d'anthracite dedans, il y a, voilà, 2-3 choses. Et on peut le découvrir, il est en ligne, hein, déjà, il est sorti. Exact. Il est tout frais sorti et on peut aussi l'écouter. Donc, je reprends encore mes notes, le 17 avril. 17 avril. À la Belle Électrique. À la Belle Électrique. Allez-y vite, je pense qu'il va y avoir du monde. Merci. J'espère beaucoup. bien. On ferait bien encore 30 minutes pour écouter. Et puis, ça fait bien plaisir aussi. On a une histoire commune. On a fait les débuts de Télé Grenoble aussi. Oui, je me rappelle, il y a 19 ans, décidément. Et merci de cette fidélité encore. Et puis, très beau Magic Bus et très bon concert. Merci beaucoup. Et oui, alors cette fois-ci, on retourne sous chapiteau. OK ? Allez, tout de suite. Si on est souvent bercé par votre musique, là on prend un court-circuit. Pourquoi court-circuit avec la piste aux étoiles qui souvent évoque le rêve, les étoiles, la douceur? Pourquoi court-circuit pour avoir des étincelles plein les yeux, peut-être. Et puis un petit jeu de mots avec circuit court aussi, puisque voilà, nous on travaille sous chapiteau, on y tient beaucoup. Voilà, pas de chauffage, un circuit court, des transports légers, etc., etc. C'est en avril, pendant 2 semaines, ce festival circuit court-circuit. Donc le circuit court des arts du cirque qui revient ici pour une nouvelle édition orchestrée par Vitanim, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, toujours vitaminer le quotidien de cet art qui décidément est intergénérationnel et qui ne vieillit pas. Exactement, c'est le mot. Hein. Peut-être que le cirque, c'est un peu le parent pauvre de la culture, hein, mais par contre, voilà, c'est très populaire, c'est très familial et on y tient. C'est pour ça que le chapiteau est un peu notre marque de fabrique aussi, parce que c'est une tradition qui nous tient à cœur, c'est très chaleureux, c'est une parenthèse. Et effectivement, quand on regarde les spectateurs, on a aussi bien des enfants de 2-3 ans que des personnes âgées. Donc c'est effectivement intergénérationnel et ça, c'est vraiment un point fort de notre festival. Oui, et vous nous avez encore concocté une programmation très locale et très peu locale aussi. Finalement, l'idée, c'est vraiment de satisfaire tous les publics. L'illusion, elle fait toujours partie du cirque. Toujours. Oui, tout à fait, tout à fait. On va dire que voilà, on pourrait avoir le sous-titre le festival court-circuit, c'est le cirque sous toutes ses formes. Et on fait en quelque sorte le grand écart entre le cirque contemporain et le cirque traditionnel, avec des bonnes valeurs et avec aussi les arts frères qui sont le théâtre, la danse. Un peu de révolte, là aussi. Voilà, il y en a pour tous les goûts parce qu'effectivement, voilà, il y a des spectacles très adaptés pour les ados aussi. Oui, on y a partir pensé. de 10 ans, le diktat de l'image, du téléphone, de soyez belle, soyez forte, ayez un beau corps. Voilà. Avec beaucoup d'humour, un peu clown, hein. Toujours. Oui, on peut appeler ça du clown, effectivement. Après, il y a plusieurs formes de clown, mais voilà. Et puis avec, et la poésie. Et beaucoup de poésie, parfois des messages, et parfois uniquement du divertissement. Ça fait du bien aussi de pas trop réfléchir et puis de se laisser bercer par des prouesses techniques, artistiques, des fous rires.
Voilà, et puis beaucoup de recherche, beaucoup de création, beaucoup de créativité. C'est marrant de s'appeler circuit court court-circuit, pardon, alors qu'on débranche tout finalement. Oui, on peut débrancher le cerveau, mais effectivement, ces artistes vont être dans de bonnes conditions, sous la lumière, avec une équipe technique vraiment maintenant qui, au bout de 6 éditions, tient la route. Et c'est une scène qu'on leur offre pour qu'ils puissent passer dans de très bonnes conditions. En famille, alors Charline, vous êtes artiste circassienne. Vous, votre truc, c'est les rideaux, c'est ça notamment? Comment ça s'appelle? Je suis plutôt spécialiste des numéros aériens, oui. Notamment le tissu aérien, ça s'appelle. Le tissu. Ça ressemble à un rideau, un drap, voilà. Mais oui, on appelle ça du tissu aérien. Et je fais aussi de la corde volante. De la corde volante, ça c'est un petit peu plus acrobatique. Oui, c'est un peu plus risqué. acrobatique. Oui, c'est comme une balançoire. Du coup, c'est un aérien qui va balancer. Et ça ressemble un petit peu au trapèze volant, sauf qu'on est tout seul dessus. Parce que là, on parle avec la corde. Et oui, on parle du festival court-circuit, mais Vitanim, c'est une école de cirque qui est historique. À Grenoble, c'est là-bas que vous avez fait vos premiers pas. Ah bah oui, moi. Enfin, vos premiers pas en l'air. Je suis tombée dans la marmite en étant petite. Et oui, bah, l'école existe depuis 1987, donc avant moi même. Et j'ai fait mes premiers pas là-bas, oui, c'est clair. Oui, et vous avez désormais des formations qui sont amateurs, des formations qui sont professionnelles aussi, c'est-à-dire qu'il y a des troupes Vitanim. Ah bah oui, on a donc des amateurs. Dans les amateurs, on en a aussi qui se démarquent dans un groupe qui s'appelle Perfo, qui sont donc encore plus investis pour créer des spectacles et avoir une dimension performance à leur activité. On a aussi des adultes amateurs qui créent des spectacles, qui vont participer au festival, ça fait plusieurs années. Et puis on a une formation professionnelle au métier d'artiste de cirque, effectivement aussi. Ce sont eux qu'on voit ici. Oui. Ça veut dire que avec cette formation, on peut finalement avoir sa troupe et on peut devenir un professionnel même sur le tard. Ah oui, c'est ça. On devient artiste de cirque avec des compétences soit d'interprète, soit de créateur, mais en tout cas... Monsieur Loyal aussi, pourquoi pas, oui, animateur. pourquoi pas. On peut à la fois créer sa compagnie si on le souhaite ou intégrer une autre compagnie ou production. Il y a plein de projets possibles. Vous en avez parlé de Perfo, c'est ça, c'est ce spectacle sur le thème du loup-garou qui est très inspirant. On l'a vu, ça a même inspiré une série entre mythe et réalité. C'est un peu le cas de ce spectacle. C'est ça, ils reviennent cette année, ces jeunes, avec une nouvelle idée. Ils vont faire leur cinéma sous notre chapiteau. Voilà, la troupe a un petit peu changé. Chaque année, elle se diversifie avec les nouveaux arrivants. Et voilà, donc il y aura de belles surprises encore cette année avec ce groupe qui travaille dur et qui est plein de talent. Oui, bien sûr. Le public ne fait pas partie ni des villageois ni des loups-garous. Non, on les a épargnés quand même. Non, ça c'est sûr. Et puis vous terminez aussi cette édition par un cabaret, par 2 jours de cabaret. Ah oui, on peut dire que c'est le bouquet final. Effectivement, ce cabaret est toujours très attendu. D'ailleurs, nous avons ajouté une 3e séance cette année. La jauge est de 300 personnes sur notre chapiteau. Et là, le cabaret, oui, c'est époustouflant, c'est magique, c'est très impressionnant. En plus, avec les musiciens en live qui jouent les musiques des artistes, donc qui travaillent bien 1 mois et demi à l'avance avec les partitions. Donc, c'est très interactif aussi. Les gens en redemandent, on a du mal à arrêter le spectacle. Franchement, c'est à pas louper. Ce sont les 3 et 4 mai, le cabaret. C'est ça. C'est le week-end qui termine et qui clôt, qui ferme le chapiteau. Exactement. Puisqu'on rappelle que c'est du 22 avril au 4 mai, cette édition du festival court-circuit. Le cirque a beaucoup été court-circuité dernièrement aussi par l'évolution de nos sociétés. C'est un des spectacles qui a le plus évolué pour des raisons humanistes, animalistes aussi. Il conserve sa magie malgré aujourd'hui toutes les contraintes dont on comprend bien sûr le sens aujourd'hui. Ah oui, le cirque restera, comme je disais au début, il restera populaire. C'est quelque chose de magique. Et puis, comme c'est intergénérationnel, l'histoire des animaux, voilà, c'est réglé. Vous n'avez jamais eu de lion à Vitanim, mais... Non, on n'a jamais eu d'animaux, effectivement, mais c'est vrai qu'on a assisté à des choses pas terribles dans des grands cirques, lorsqu'on passait en première partie, quand l'école de cirque passait en première partie. Mais le cirque se réinvente, notamment avec les arts frères, comme je le disais. Il y a beaucoup de théâtralisation, beaucoup de danse, beaucoup d'acrobatie, et puis avec la musique en live, c'est que du bonheur. Et puis les artistes sont aussi
sont aussi très créatifs. Donc même si le cirque n'avait pas la parole, on se rappelle avant, le cirque n'avait quasiment pas le droit de parler dans le cirque traditionnel. Maintenant, des formes se renouvellent et les artistes font preuve vraiment d'originalité. C'est pour ça qu'on pourrait l'appeler le cirque sous toutes ses formes. Comme je disais tout à l'heure, il y en a vraiment pour tous les goûts. Bien sûr, le Cirque du Soleil aussi avait offert une nouvelle image de ce cirque et l'a fait perdurer à travers le monde. Charline, les acrobaties aussi, il faut souvent beaucoup se surprendre de nouveau, aller encore plus loin, élever son niveau. C'est aussi le nouveau défi des artistes de cirque. Ah oui, je pense que de toute façon, tous les métiers artistiques continuent d'évoluer et de se former toute leur vie. C'est vraiment ça qui est intéressant dans notre parcours. Et puis les rencontres, nous, c'est ce qu'on aime dans le festival aussi, c'est qu'on a à la fois les amateurs qui rencontrent les futurs professionnels, qui rencontrent les nouveaux professionnels, les anciens professionnels. Et justement, on voit tout ce partage et tous les points communs qu'il y a entre tous ces passionnés. Et le point commun aussi, c'est d'avoir cette bulle d'imaginaire qui nous transporte. On n'est pas nécessairement un grand acrobate, un ancien gymnaste. On a aussi de l'imagination, de la facétie. C'est souvent loufoque aussi. C'est vraiment l'identité de ce qu'on va proposer qui fera toute la différence et qui nous transportera. Oui, absolument. Moi, c'est ce que je trouve fabuleux dans cette discipline, c'est qu'il y a tellement de possibilités dans les spécialités que tout le monde peut trouver comment s'exprimer avec sa personnalité, son profil. Et pareil pour les spectateurs, en fait, on peut être touché par différentes choses. Ça peut être de la prouesse ou de la poésie ou un message un peu plus profond. Je pense que tout le monde peut se retrouver. Oui. Eh bien, très bien. Quand est-ce qu'on vous voit, vous, au festival, Charline? Quand est-ce qu'on peut vous y admirer? Moi, je vais mettre en scène aussi le spectacle des élèves en formation professionnelle. Donc, on ne me verra pas, mais je serai derrière en train de tout regarder. Et puis, je propose cette année un numéro au fameux cabaret de clôture. C'est pas tous les ans, mais cette année, j'y serai. Allez, les 3 et 4. On rappelle que c'est du 22 avril au 4 mai. Merci beaucoup, Vitamine, et longue vie, très longue vie encore. Le musée de la mini-image, il est ouvert depuis début avril. Donc, voilà, allez-y. Bien sûr, c'est à la mode d'Aveillan. Et le festival du Magic Bus, c'est du 10 au 19 avril. 19 avril. Et le 17 à la Belle Électrique avec Nawadi Fusion et Amazir. Merci beaucoup encore d'être venu. Et merci encore à vous tous de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.